Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui l'ambassadeur de la Mauritanie au Sénégal. C'est M. Cheikh Ould Nini. M. Cheikh Ould Nini, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en fin de parcours au Sénégal. Vous avez été ambassadeur pendant 5 ans au Sénégal. Avant d'être ambassadeur, vous êtes l'un des artisans de la presse en Mauritanie. Vous avez créé beaucoup de journaux, Nouakchott Info, jusqu'à l'AMI, l'agence mauritanienne d'information, qui a participé à professionnaliser le journalisme en Mauritanie. Mais dites-moi, comment devient-on journaliste, quitte-t-on ce métier pour aller faire de la diplomatie? Quand on sait que le journalisme, c'est de donner l'information, de divulguer, la diplomatie, c'est la communication souterraine. Comment passe-t-on du journalisme à la diplomatie? Donc, je vous remercie pour cette occasion. Pour la presse, donc effectivement, j'ai été fondateur d'un groupe de communication qui a commencé exactement en 1995 et donc qui regroupait des quotidiens en langue arabe et française. Et après, avec un site, bien sûr, Internet. Et donc, c'est l'ANI, Agence Nouakchott Information. Donc, les journaux, c'était Nouakchott Info, quotidien. Et après la libéralisation de l'audiovisuel, nous avons créé en 2010 une radio. C'est Radio Nouakchott aussi. Donc, je dirais que je ne suis pas journaliste, je suis un patron de presse. Il faut dire que c'est deux fonctions différentes. Donc, je suis juriste de formation, mais j'aime l'écriture, j'aime la lecture et de ce fait, la presse est importante pour moi et c'est pour cela que j'ai monté ce groupe qui a formé beaucoup de journalistes et qui sont maintenant dans tous les domaines de la presse au niveau de la Mauritanie, aussi bien au niveau de l'audiovisuel qu'au niveau de la presse écrite, qu'au niveau de la presse électronique. Et pour le passage, effectivement le passage, donc ce n'était pas. Le patron de presse ce n'était pas difficile parce que donc le passage pour moi n'était pas difficile du fait que je faisais de la communication et la communication, comme vous l'avez dit, il y a une communication ouverte et il y a aussi la communication fermée, donc et qui est la diplomatie. Donc avant même avant de créer même la radio, j'ai été aussi dans la diplomatie. Donc le groupe est resté et donc actuellement avec le développement de la presse électronique et aussi l'audiovisuel, malheureusement la presse écrite au niveau mondial, et au niveau africain, elle commence à être dépassée de ce fait. Actuellement, on évolue vers surtout le multimédia et qui est actuellement
vous en connaissez quelque chose, donc c'est le multimédia qui est donc l'audiovisuel qui sont maintenant les maîtres de la communication. Donc je trouve que c'est donc le passage à la diplomatie n'était pas difficile. Et il faut dire que de façon claire, parfois je le dis par des messages un peu, donc des insignations, des actes, parfois des positions, des regards. Et donc c'est effectivement la diplomatie est un domaine un peu très contraignant, il faut le dire. Malgré que quand on sert son pays, il faut dire que vous avez aussi ce soutien, donc ce sentiment de soutenir, donc de travailler pour le pays. Et donc on ne peut rien refuser à son pays quand on le sert. Vous avez été au Niger avant de devenir consul au Sénégal, de revenir aujourd'hui en tant qu'ambassadeur. Là, vous terminez une mission de 5 ans. Vous repartez à l'UNESCO en France pour représenter votre pays là-bas. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre travail d'ambassadeur ici au Sénégal? Je trouve que le Sénégal, quand on cherche, on aura l'embarras du choix de ce qui nous a marqué, qui marque la personne qui vient ici et surtout le diplomate. Parce que le diplomate, donc, il s'intéresse à la coopération de façon générale. Il s'intéresse à tout ce qui se passe dans le pays d'accueil, dans le pays accréditeur. Et donc, du point de vue de culture, donc relations humaines, donc économie du pays, tout ce qui est dans le pays nous intéresse. Et comme je le dis souvent, ce qui m'a le plus touché, c'est surtout le dynamisme de la jeunesse sénégalaise le Sénégal est un pays jeune, donc vous avez à peu près 65 à 70% de jeunes au niveau du Sénégal. Et ces jeunes travaillent de façon continue dans tous les domaines. Là où vous allez trouver des jeunes qui travaillent. Et ça, c'est quelque chose qui marque, surtout pour nous qui ont une certaine similitude avec le Sénégal, parce que nous avons aussi une population jeune. Nous avons donc ça me donne la possibilité d'exporter cette expérience de la jeunesse sénégalaise à tous les niveaux, parce que je les vois au niveau de l'art, au niveau de la musique, au niveau du travail de façon générale, de l'emploi, qui est un secteur extrêmement important et qui représente le challenge de tout homme politique qui veut servir son pays. L'emploi sera vraiment au centre de toutes les attentions. Et je crois bien que le Sénégal est déjà pris en considération ça. Quand vous regardez le président Macky Sall, son Excellence le président Macky Sall vraiment travaille déjà sur ce dossier, parce que c'est un dossier du présent et d'avenir. Récemment, il y a eu une visite du président Macky Sall en Mauritanie, une visite officielle du 12 au 13 juillet dernier. Pas moins de 7 accords ont été signés entre les deux pays. Les Sénégalais, la plupart des Sénégalais sont intéressés par les accords de pêche. On sait qu'à Guet-Ndar, souvent les pêcheurs quittaient aller pour aller chercher des poissons. Des fois, il y a eu beaucoup d'incidents qui ont fait qu'il y a eu des crispations entre les deux pays. Est-ce que cet accord de pêche, aujourd'hui, garantit pour les deux pays
de préserver les ressources mauritaniennes, bien sûr, tout en permettant aux pêcheurs sénégalais d'aller chercher leur survie. Donc pour cette visite qui est, à mon avis, une visite fructueuse de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, en Mauritanie, a vu la conclusion de plusieurs accords, dont la pêche et donc d'autres accords. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'accord, donc que la gestion du champ gazier GTA Hmeimim, c'est un projet économique extrêmement important pour l'avenir des pays. Donc c'est un projet qui demande un travail donc de coordination, un travail continu. Et je crois bien que les présidents ont donné des instructions au ministre de l'énergie et le pétrole de travailler sur vraiment au niveau des ministères et au niveau des sociétés en charge des hydrocarbures de mettre tout en œuvre pour une coordination très poussée pour travailler avec, disons, tous les investisseurs, en particulier le British Petroleum, pour que les populations sénégalaises et mauritaniennes trouvent les retombées bénéfiques de ce projet, qui sera un projet extrêmement important. Déjà, ils sont à pied d'œuvre. Le 3 août 2021, un accord tripartite entre le Sénégal, la Mauritanie et British Petroleum sera signé sur un navire mauritanien du nom de Nimlan, au large de Nouakchott. Donc ça sera le 3 août et il sera signé par le chef d'état-major mauritanien, chef d'état-major de la marine mauritanienne, son homologue sénégalais, et avec bien sûr le représentant de British Petroleum, ce qui veut dire c'est pour la sécurisation des installations au niveau de ce projet GTA Hmeimim. Et donc ce qui veut dire que vraiment le projet est un projet qui est en marche et qui aura des répercussions. Concernant oui, on va revenir sur la pêche tout à l'heure, pour parler un peu plus loin concernant le projet gazier que vous avez abordé. Les populations attendent beaucoup de ce projet pour la lutte contre le chômage des jeunes, pour un mieux-être. Qu'est-ce que justement vous prévoyez les deux pays dans cet accord pour permettre aux populations de sentir les retombées de ce gigantesque projet? Et je sais que nous avons déjà le Sénégal et la Mauritanie ont mis en place des structures pour travailler à l'effet d'avoir les répercussions sur les populations. Par exemple, chez vous, vous avez le COS, donc c'est lui qui conseille le gouvernement dans le domaine. Donc dans le domaine, il a fait déjà de la formation, en prévision de l'exploitation de ces gisements pour que la Mauritanie fait de même. Elle a fait de la formation aussi bien en Mauritanie qu'en France, qu'ailleurs, donc dans d'autres pays. Et c'est que ce projet, donc les deux gouvernements voudraient que le plus possible de Mauritaniens et Sénégalais bénéficient au niveau aussi bien au niveau de la sous-traitance, au niveau des cadres de gestion, au niveau et aussi au niveau
de tomber au niveau surtout de la population, des projets d'infrastructures qu'il y aura des projets d'infrastructures au niveau des deux pays. Et je crois bien que les deux pays s'organisent déjà depuis quelque temps pour que ce projet soit le plus bénéfique pour les populations de deux pays. Il y a aussi l'aspect de la pêche, on y revient un peu, parce qu'on avait abordé cette question-là, justement pour que les populations des deux côtés puissent, comme je l'ai dit tout à l'heure, préserver la ressource mauritanienne et permettre aux pêcheurs de Guet-Ndar, qui sont la plupart d'entre ceux qui vont là-bas, de pouvoir pêcher et vivre de cette denrée. L'accord de pêche qui vient d'être signé par les deux ministres en charge de l'économie maritime des deux pays est un accord donc qui tient en compte la préservation de la ressource avec bien sûr des arrêts biologiques pour le renouvellement de la ressource et aussi qui répond aux attentes des pêcheurs de Guet-Ndar qui ne travaillent pas seulement pour Guet-Ndar, mais pour le Sénégal et peut-être même pour d'autres pays. Par exemple, au niveau de la Gambie, au niveau d'autres pays. Donc cet accord donc, est un accord qui cadre toute la politique de la coopération en matière de pêche et au niveau des pêcheurs. Je crois bien que les pêcheurs sont très contents, surtout au niveau de l'Union des pêcheurs de Saint-Louis, et avec laquelle j'ai les meilleures relations. Ils viennent, je discute avec eux, et ce sont des Sénégalais qui vivent de cette pêche et ils trouvent de façon naturelle que les frontières n'existent même pas. Pour eux, les frontières n'existent pas parce qu'ils, depuis des siècles, qu'ils pêchent dans cet océan, mais avec l'existence de l'État-nation, donc maintenant il y a des frontières. Les autorités de part et d'autre essayent de leur faire comprendre qu'il y a des normes et ces normes doivent être respectées. Et je sais que depuis l'arrivée du président Mohamed Cheikh Ghazouani, il y a eu beaucoup de choses nouvelles concernant cet accord, concernant les pêcheurs. L'année dernière, ils ont effacé toutes des centaines de millions de pénalités qui étaient que les pêcheurs devaient payer, les pêcheurs sénégalais. L'accord actuel, donc, qui est pour 50 000 tonnes de pélagique, à l'exception du millet et de la courbine. Donc c'est un accord pour 50 000 tonnes et sur l'année et pour 500 pirogues. Et cet accord, donc les pêcheurs sénégalais ne payent pas en francs. Donc la contrepartie, c'est la relation fraternelle existante entre la Mauritanie et le Sénégal et le respect aussi des normes de l'accord. Et au Sénégal aussi, la contrepartie, c'est d'ouvrir davantage la frontière pour permettre au Sénégal, la contrepartie, c'est d'ouvrir davantage la frontière pour permettre aux dromadaires mauritaniens de venir au Sénégal, vers Tambacounda et le nord du pays, c'est ça? Déjà, ça existe déjà, mais aussi dans l'accord de transhumance,
les bovidés sénégalais aussi ont la possibilité de partir dans l'autre rive et d'avoir, si par exemple, donc, ils veulent partir au niveau de la frontière, au niveau des régions frontalières donc, de la vallée, ils ont aussi, donc il y a ce va-et-vient entre ces deux rives et c'est ça, donc c'est une donc l'accord est donc surtout l'accord, c'est l'accord de pêche. C'est un accord, je trouve que c'est un accord qui a été amélioré pour que les pêcheurs sénégalais trouvent le maximum de profit de cette pêche. Mais aussi, il est important de rappeler aux pêcheurs donc, de respecter les consignes des autorités, aussi bien des autorités sénégalaises que des autorités des gardes-côtes mauritaniennes qui sont justement, sur là. ce point bien précis, est-ce qu'il n'y a pas un travail de communication qu'il faut faire? Peut-être que les pêcheurs peuvent, en tant que les accords qui ont été signés, qu'ils ne les comprennent pas, qu'ils n'ont pas l'information pour comprendre est-ce qu'ils doivent aller, est-ce qu'ils doivent s'arrêter. Et ce n'est pas un effort que les deux pays doivent faire pour communiquer davantage aux pêcheurs pour savoir réellement c'est quoi les accords. C'est un travail, effectivement. La communication est toujours importante, surtout pour, disons, pour que Pour éviter les incompréhensions. Oui, pour que les pêcheurs comprennent leurs droits et leurs obligations. Et je trouve que c'est une bonne idée, mais déjà, au niveau disons, de deux ministères, il y a une coopération qui est permanente. Nous, les Mauritaniens, par exemple, ont le département de la pêche en Mauritanie, donc des pêches, des contrôleurs de pêche qui sont à Saint-Louis, qui habitent même à Saint-Louis, pour voir les débarquements, parce que les Sénégalais ont demandé, les pêcheurs sénégalais, alors que la pêche, tout ce qui est donc, pêché au niveau de la Mauritanie, en particulier dans ce domaine, même les Mauritaniens sont obligés de débarquer au niveau des côtes mauritaniennes. Mais les Sénégalais, du fait qu'ils ont demandé à ce qu'ils aient une exception pour débarquer à Saint-Louis, on leur a permis de débarquer à Saint-Louis pour que la pêche, donc ce qu'ils ont pêché, ne soit pas mis, disons, pour sécuriser ce qu'ils ont pêché. Les Mauritaniens qui sont au niveau de Saint-Louis contrôlent, disons, la qualité de ce qu'ils ont respecté, disons, les espèces autorisées ou pas. Et donc, mais il y a un travail de façon coordonnée entre eux. Et la communication, comme vous l'avez si bien dit, donc, doit être vraiment doit être vraiment un projet important pour que les pêcheurs et les autorités de façon générale comprennent, disons, la réalité de ce contrat et donc ces obligations, les obligations que les pêcheurs doivent vraiment savoir. Parmi les accords qui ont été signés, il y a l'accord de la sécurité entre les deux pays, échange d'informations. On est dans une zone sahélienne qui est instable. Vous le savez bien, la Mauritanie, ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, avec les djihadistes, entre autres, et instabilité. La Mauritanie fait partie du G5 Sahel, pas le Sénégal. Comment aujourd'hui les deux pays doivent travailler pour éviter justement l'instabilité sous-régionale qui a attaqué les autres pays de la sous-région? Je crois bien que la Mauritanie, en tant que pays, disons, limité par le Mali, avec 2100 km de frontières, le Sénégal de plusieurs centaines de kilomètres, l'Algérie de plus de
plus de 200 km de frontière, le Sahara occidental, donc la façade maritime qui est de plusieurs centaines aussi de kilomètres, parce que maintenant la menace peut venir de la mer, peut venir du ciel, elle peut venir de la frontière. La Mauritanie a mis en place une stratégie de sécurité, donc de lutte contre le fléau donc du terrorisme. Et cette stratégie a porté ses fruits parce que depuis plus de 10 ans, il n'y a pas eu d'acte au niveau du territoire mauritanien, même s'il y a des actes au niveau de la frontière, mais disons dans d'autres pays. Donc nous avons donc cette stratégie, je crois bien les autorités militaires et sécuritaires de la Mauritanie la partagent avec le Sénégal, avec leurs homologues sénégalais. Et surtout, nous avons avec le Sénégal des accords entre les états-majors, donc des accords de patrouille mixte au niveau du fleuve et au niveau aussi de l'armée de terre et au niveau des manœuvres au niveau de la marine, de deux marines de deux pays. Et le Sahel, effectivement, le G5 Sahel, la Mauritanie est membre et donc le Sénégal ne l'est pas, mais le Sénégal, depuis la dernière fois, il a été invité comme invité officiel. Et donc le président Macky Sall s'est déplacé au niveau de la réunion du sommet de N'Djamena, et c'est le président Mohamed El Cheikh Ghazouani qui l'a invité en tant que disons, observateur et c'est quelque chose d'important, c'est nouveau, donc ça montre aussi que le Sénégal commence à s'impliquer dans cette stratégie et dans le G5 Sahel. Et le Sénégal a beaucoup de choses aussi à donner au G5 Sahel au niveau des autres groupes qui travaillent pour la lutte contre le terrorisme. Et une dernière question peut-être, oui? En tant que diplomate, peut-être que vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Une question intérieure, chez vous, l'ancien président Abdelaziz est poursuivi par la justice. La Haute Cour de justice doit faire son travail chez vous. Est-ce que cette situation peut être source d'instabilité pour la Mauritanie? Je crois bien que ce dossier est un dossier qui a fait l'objet d'une enquête parlementaire. Cette enquête a abouti à la justice et à la justice de trancher au niveau de ce dossier. Et je sais que la Mauritanie a des institutions et ces institutions travaillent de façon, disons, normale. Et il y a une nette séparation des pouvoirs au niveau du pays. Et donc, de ce fait, je trouve que je ne trouve pas qu'il y aura des répercussions de cette situation. C'est à la justice de travailler sur ce dossier. Les réfugiés mauritaniens au Sénégal demandent toujours à rentrer en Mauritanie depuis 1989. Certains sont ici au Sénégal, demandent toujours à rentrer en Mauritanie et de retrouver leurs droits. Est-ce qu'avec le président Ghazouani, vous pensez que la question peut être réglée? Les réfugiés mauritaniens au Sénégal, donc ce qui reste des réfugiés mauritaniens au Sénégal, donc je crois bien que vous êtes au courant de l'accord tripartite entre le Sénégal, la Mauritanie et la HCR, qui a été signé en 2007 pour un retour organisé de réfugiés mauritaniens au Sénégal. Et j'ai eu la chance et la charge d'être représentant dans cette commission tripartite entre 2008 et 2010.
Et, et c'était un retour organisé avec, disons, les deux pays et la HCR, qui était à ce temps-là dirigé par l'actuel secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui était haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés. Et je rappelle que 65 000 de ces réfugiés ont été rapatriés au temps de l'ancien régime, au temps du régime de Maâwiyah Sidi Ahmed al-Taya, 65 000. Et donc, pour nous, nous avons rapatrié un peu moins de 25 000 de façon organisée. Et Guterres, l'actuel secrétaire général des Nations Unies, en 2012, a organisé, disons, a participé à une visite de Rosso et il a dit, vous pouvez c'est enregistré, vous pouvez le regarder sur Internet. Il a déclaré que l'opération a été clôturée. L'opération du retour des réfugiés a été clôturée et c'est l'une des opérations, c'est l'une des rares opérations qui a été conclue sans problème. Parce que les accords de rapatriement des réfugiés dans le monde qu'il a dirigé ou qu'il a vu au niveau du HCR étaient des accords qui s'arrêtent avant de commencer ou s'arrêtent au milieu de l'opération. Et cette opération a été clôturée, ça a été clôturé de façon officielle, qu'il n'y a plus de retour organisé au niveau des frontières. Pour ceux qui veulent revenir de façon non organisée, ils peuvent venir. Et on a toujours dit aux associations de réfugiés ici qui sont encore là, de travailler pour le rapatriement de façon, parce que le HCR, les deux gouvernements donc, ont décidé d'arrêter ce retour organisé et donc de donner la possibilité aux gens de retourner, mais pas de façon organisée. Et vous avez des commissions au niveau de toute la frontière, des commissions où il y a des hommes religieux, il y a des administrations, il y a donc des personnalités ressources au niveau des villages, au niveau des villages de la région du fleuve. Et c'est une personne qui prouve une quelconque relation. Et c'est facile de le prouver. Donc, si vous prouvez une quelconque relation avec une famille, automatiquement vous revenez chez vous. Et je crois bien qu'il y a beaucoup d'entre eux qui sont venus, qui sont retournés de façon, mais les associations, je respecte leur point de vue, ils continuent à faire ce jeu. Il y a même, on parle même ici dans des places ici de réfugiés urbains, des réfugiés urbains. Et le Sénégal, je crois bien qu'il a, en 2009-2010, il a même proposé la naturalisation de ceux qui veulent rester. Je crois bien qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ont été naturalisés. Et cette frontière-là, les Mauritaniens qui sont au niveau de la frontière et ceux qui sont au Sénégal, rien ne peut vraiment les dissocier. C'est des familles, c'est des frères. Quand, par exemple, je donne un exemple, au niveau du Lao, je crois bien que vous connaissez le Lao. Le Lao. Maintenant aujourd'hui, vous avez le chef du Lao qui est au Sénégal, et demain, vous avez le chef du Lao qui est en Mauritanie. Et qui maîtrise même, qui a de l'influence sur vous, sur le Sénégal, et vice-versa. Et donc, c'est l'histoire. C'est une histoire. C'est une histoire. Et personne ne peut donc les Mauritaniens, beaucoup d'entre eux sont revenus. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'entre eux qui sont revenus de façon normale. Mais les associations veulent qu'il y ait une autre opération de réfugiés et que donc le HCR, les deux gouvernements n'entendent pas cela de la même manière. Et je trouve que je terminerai, si
j'ai terminé par dire que je viens de le dire au président Macky Sall qu'en tant qu'observateur donc des relations entre le Sénégal et la Mauritanie depuis mon jeune âge, parce que je viens au Sénégal depuis l'âge de 16 ans, ça fait 40 ans. Donc, en tant qu'observateur, donc en tant que diplomate, je n'ai jamais vu une relation aussi forte entre les deux pays avant maintenant. C'est la réalité. C'est pas le diplomate qui parle, non, c'est la réalité. Les deux présidents ont compris que le sort de ces deux rives est lié. Et donc ils ont compris et ils ont la chance d'avoir compris cette réalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne la comprennent pas. Et toutes les administrations, que ce soit les gouvernements, les diplomates, les personnalités, ressources, les intellectuels, qui ne comprennent pas ça, passent à côté. Et je sais que j'ai comparé, donc je compare cette relation qui existe actuellement entre les deux pays, entre les deux présidents qui sont en parfaite entente directe et qui coordonnent au niveau bilatéral, régional et international. Et je trouve, si on peut la comparer à quelque chose, c'est surtout le temps feu le président Senghor et le président Mokhtar Ould-Daddah qui ont fondé ces deux États. Ouais. C'est le seul, je peux les comparer à ces deux présidents. Voilà. Et qu'Allah leur donne longue vie et guide leurs pas vers le bonheur de deux peuples. Voilà, merci, bien dit. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Cheikhna Ould Nini. Je vous rappelle que vous êtes l'ambassadeur de la Mauritanie au Sénégal. Vous êtes en fin de mission après 5 ans d'avoir été au Sénégal. Vous êtes aujourd'hui nommé comme représentant de votre pays à l'UNESCO à Paris, que vous faisiez vos adieux au Sénégal et que nous parlions avec vous de la coopération entre les deux pays et surtout des accords qui viennent d'être signés entre le Sénégal et la Mauritanie tout récemment. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.